Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine, mais également le week-end, car l'information, c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, l'heure de la reprise a sonné pour l'AS Monaco après avoir fini 3e du championnat. Quelles sont les ambitions des Monégasques la saison prochaine? Qui viendra renforcer l'équipe? Le vice-président du club, Oleg Petrov, sera avec nous pour en parler. Les élèves de l'Académie Princesse Grace font souffler un vent de fraîcheur au Grimaldi Forum. Ils présentent leur gala de fin d'année jusqu'à demain. Reportage à suivre dans ce journal. Puis nous irons nous faire une toile. Arthur Trait a repris le flambeau du cinéma familial. Il se confiera sur sa passion pour le 7e art et ses projets d'avenir. Mais tout d'abord, nous vous l'annoncions hier, de nouvelles mesures ont été annoncées par le gouvernement princier. Certaines d'entre elles prennent effet dès aujourd'hui. Bonsoir Alexandra Pani. Quelles sont les grandes lignes de cet assouplissement ? Bonsoir Émilie. Dès ce soir, le couvre-feu est levé en principauté. Du côté des bars et restaurants, élargissement également depuis aujourd'hui de la clientèle autorisée. Les établissements sont à présent ouverts à tous, à condition de se munir d'un pass sanitaire ou d'un justificatif équivalent. À l'exception, on le rappelle, des personnes résidant ou salariées en principauté, résidant dans les Alpes-Maritimes ou la province d'Imperia. En ce qui concerne les établissements de nuit, le gouvernement princier va engager une concertation avec les exploitants pour envisager les conditions d'une réouverture. Et notez, Émilie, qu'à partir de lundi, la vaccination sera élargie au personnel du secteur public. Et quel est le bilan justement de la campagne vaccinale en principauté, Alexandra ? Plus de 51% de la population monégasque a reçu au moins une dose de vaccin, selon les chiffres arrêtés jeudi soir, soit 19 842 personnes. 16 767 personnes ont reçu la deuxième dose. On vous le rappelle que seul Pfizer est utilisé en principauté. Et si vous souhaitez vous faire vacciner, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne ou au numéro du centre d'appel Covid-19. Merci Alexandra. Et puisque nous parlions de mesures, celle-ci a aussi pris fait aujourd'hui. Les plages de la Principauté sont désormais non-fumeurs. Une décision motivée pour garantir la sauvegarde de l'environnement et protéger la population des risques liés au tabagisme passif. Et vous, que pensez-vous de cette décision ? Charlotte Moreno est allée à votre rencontre. Quand les enfants ils jouent dans le sable et qu'ils les mettent à la bouche, c'est pas spécialement terrible, donc j'approuve totalement ce genre de mesures prises par les villes comme ça. Vous êtes fumeur ou pas ? Ouais, mais ça me dérange pas, j'irai dans le côté fumeur et voilà. Moi qui ne fume pas et qui suis sensible un peu à la cigarette, ça me dérangeait absolument pas. Je pense que dans la vie, il faut savoir respecter les autres. Après, ça dépend un peu de la proximité, mais moi je pense que c'est pas tellement une question de nuisance au niveau de la fumée des gens. C'est une nuisance certainement beaucoup plus au niveau des mégots sur les plages. C'est pas mal pour les gens qui ne fument pas, donc il y a moins de fumée dans la tête et moins de clopes par terre. Moi qui fume, c'est une atteinte sur la liberté des autres qui ne fument pas du coup, donc je comprends. Bon, si on a vraiment envie de fumer, on sort et voilà. Une mesure donc plutôt bien accueillie. À noter que des zones aménagées seront toutefois réservées aux fumeurs sur les différentes plages de Monaco. Parlons football à présent. Les joueurs de l'AS Monaco ont repris le chemin de l'entraînement. 3e du championnat la saison dernière. Les Monégasques veulent confirmer, d'autant plus qu'ils retrouvent la Ligue des Champions cette année. Ambition, recrutement, développement du club. Le vice-président de l'AS Monaco est notre invité ce soir. Bonsoir Oleg Petrov. Bonsoir. Le calendrier de Ligue 1 est tombé, vous débuterez votre saison début août avec la réception de Nantes. Il est peut-être un peu tôt pour en parler, mais quelles sont vos ambitions pour la saison prochaine ? L'ambition pour cette saison est consolider notre position. Notre projet pour le Monaco est long terme. Nous voulons continuer de faire le bâtiment de club, je peux dire comme ça, des structures. Et si nous arriverons à position très, très haute, c'est parfait. De toute façon, nous devons arriver à compétition européenne, c'est notre objectif. Mais si nous pouvons faire plus, c'est parfait. Cela peut paraître une question évidente, mais Niko Kovac a toujours votre entière confiance ? Oui, Niko Kovac continue avec nous. Niko Kovac continue avec beaucoup d'envie, beaucoup de projets, beaucoup d'ambition et revenu. Il est revenu hier, très content, très full of energy, beaucoup d'énergie, on peut dire comme ça.
Je pense qu'il va donner beaucoup à l'équipe. Il y a beaucoup de projets. Et concernant le recrutement, Oleg Petrov, qui va venir renforcer les rangs de l'équipe, est-ce que vous avez déjà ciblé des joueurs, ciblé des postes? L'idée est renforcer l'équipe. Cet été sera un été particulier parce que la situation sur le marché est un peu délicate. Mais de toute façon, Monaco va avancer avec les recrutements. Mais ce sera un travail équilibré. L'équipe est forte. C'est pour ça que nous devons faire est faire un peu de changements. Mais changements très efficaces, très qualitatifs, que c'est le travail que nous ferons. Et il faudra être vite fixé aussi, parce qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive rapidement. La Ligue des Champions, c'est notre défi très important. Et c'est pour ça que nous avons travaillé beaucoup la saison dernière. L'objectif est construire le club. Et tous les joueurs qui arriveront, c'est le joueur pour le futur. Un mot, Oleg Petrov, sur Benoît Badiachil qui vient d'être appelé par l'équipe de France pour participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Quelle est la position du club à ce sujet? Est-ce que vous allez laisser partir Benoît? Ce sera très difficile de laisser quelqu'un joueur de partir à les Jeux Olympiques. Je comprends bien que c'est une question de performance d'équipe nationale, que c'est une question stratégique. J'ai appelé un représentant de la fédération que je lui ai expliqué que malheureusement, nous pouvons donner les joueurs parce qu'il y a la compétition que Monaco doit attaquer, doit affronter, la Ligue des Champions. C'est aussi une compétition très importante pour France, pour la France, pour le foot français. Pour nous, nous sommes l'unique équipe dans cette position, l'unique équipe qui doit encore qualifier pour la Ligue des Champions. Et pour Monaco, après les saisons difficiles et dans ces situations économiques, c'est un but stratégique que nous ne pouvons manquer. Eh bien, merci beaucoup, Oleg Petrov, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci beaucoup et bonne soirée. Et puis hier, l'AS Monaco a dévoilé son programme de pré-saison. Quelles sont les grandes dates à retenir, Alexandra Pani? Les joueurs de Kovac ont rejoint le nouveau centre d'entraînement de la Turbie jeudi et ont réalisé les tests habituels dispensés au retour des vacances. Premier rendez-vous début de semaine prochaine en Autriche pour un stage avant un premier match de préparation face au Red Bull Salzbourg. Le 10 juillet, deuxième match amical de prévu au Stade Louis II cette fois face au Cercle de Bruges. Puis du 19 au 24 juillet, retour en Autriche pour un second stage qui se terminera avec une rencontre face aux joueurs de Salzbourg. D'autres matchs amicaux sont en cours de finalisation. Sport toujours avec un nouveau week-end de course pour les Formule 1. Après le Castellet, direction l'Autriche pour la 8e course de la saison. Les monoplaces prendront le départ demain à 15h du Grand Prix de Styrie. Nouvelle pole position pour Max Verstappen devant Valtteri Bottas qui écope cependant d'une pénalité de 3 places et qui laisse donc libre la deuxième position pour son coéquipier Hamilton. Le monégasque Charles Leclerc a eu du mal à s'imposer tout au long de ses qualifications. Il partira donc à la 7e place. Et nous en parlions hier avec notre invité Bernard D'Alessandri. Après une édition 2020 annulée, la fête de la mer faisait son grand retour aujourd'hui. Oui, mais dans une version allégée. Le rendez-vous était donné à 10h30 pour les amoureux de la Grande Bleue. Pas d'activité nautique cette année compte tenu de la crise sanitaire, mais un véritable souhait de se retrouver autour de la passion de la mer, comme nous l'explique Jacques Pastor. On n'a pas pu conserver le côté festif, qui est important quand même parce que c'est un peu la base du système, c'est-à-dire qu'on invite des jeunes à venir jouer, à venir s'amuser avec la mer et donc ensuite on la respecte parce qu'on ne casse pas ces beaux jouets. Mais cette année, on a quand même conservé l'essentiel, c'est-à-dire l'hommage à nos amis disparus, cette bénédiction pour les marins. Et ensuite, on a fait cette parade dans les eaux territoriales monégasques. Et ça a été toujours un moment fort sympathique parce que les vrais, ceux qui aiment la principauté, ceux qui aiment la mer, se retrouvent là une fois par an. On est tous ensemble, quelle que soit la taille du bateau, quel que soit le type d'embarcation. Effectivement, on peut le voir sur les images, les rameurs de la Société Nautique ou encore les jeunes, voire très jeunes adhérents de la section sportive du Yacht Club ont également pris part à cette parade aux côtés d'embarcations bien plus imposantes.
Une idée à présent pour occuper les enfants pendant le mois de juillet. Oui, les ateliers jeunes publics reprennent pour le mois de juillet, aussi bien à la Villa Paloma qu'à celle de Saubert. En fonction des souhaits de l'enfant, des ateliers journaliers ou des stages de 2 à 4 jours sont proposés. Plusieurs thématiques, le travail de l'impression, l'écriture et le théâtre, ou encore le dessin à travers l'univers de la bande dessinée. Les ateliers sont répartis par tranche d'âge de 4 à 8 ans ou de 8 à 12 ans et se font uniquement sur inscription. Merci Alexandra, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Mais avant cela, retour sur le gala de l'Académie Princesse Grace. Les élèves se produisent jusqu'à demain au Grimaldi Forum. José Sacré a assisté à la Générale. Voyez son reportage réalisé avec Thomas Deus et Clélia Renaud. Pour leur gala de fin d'année, les élèves de l'Académie de danse Princesse Grace proposent ce week-end, salle Prince-Pierre du Grimaldi Forum, un spectacle réjouissant et plein de fraîcheur. On est ravis enfin de finir cette saison avec un spectacle, c'est un peu la cerise dans le gâteau. Une année compliquée, mais on a réussi quand même à diplômer nos élèves, à trouver un travail pour tous les élèves, à recruter des élèves du monde entier, que je verrai pour la première fois en vrai l'année prochaine. Et une année où les élèves n'ont pas été contaminés par le coronavirus, qui était quand même quelque chose de très important pour nous. Alors disons, c'était une année spéciale qui nous a marqués. Et avec ce gars-là, on essaie peut-être de donner ces derniers cris d'envie d'être sur scène qu'on n'a pas pu faire depuis 2 ans. Au programme, une ouverture qui permet à tous les élèves de se présenter sur des musiques de Gershwin chorégraphiées par Michel Rahn. Ensuite, Oukaz de Balanchine, musique de Gershwin, le premier spectacle de l'Académie sous la direction de Luca Massala il y a 11 ans. Troisième pièce, Appassionata, une création de Michel Rahn, musique de Piazzolla. Enfin, Back on Track, une création de Jean-Christophe Maillot pour cette soirée sur des musiques de Bach. Une pièce dansée par tous les élèves diplômés avant leur départ vers de grandes compagnies internationales. Back on Track, cette idée de se remettre en route, pour eux de se mettre en route parce que ce sont de jeunes étudiants qui arrivent au bout de leur formation et qui maintenant vont partir dans des compagnies dans le monde entier. Et donc c'est assez... il y a un message assez beau en fait dans l'idée de travailler avec eux, tous ces petits jeunes qui sont le futur, comme vous disiez, et qui justement nous portent à avoir de l'espoir et à avoir envie de continuer. Le cinéma à Monaco, c'est une histoire de famille. Arthur Tréhée vient de reprendre les rênes des salles obscures de la Principauté après la disparition de son père. Passionné de 7e art, il prend ce rôle très à cœur et surtout plein d'ambition pour le futur. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Arthur Tréhée. Bonsoir. Cela s'est imposé comme une évidence pour vous de reprendre le flambeau de votre père ? Bien sûr, évidemment, c'est avant tout par passion et par devoir. Il faut un cinéma à Monaco et comme mon père a repris le flambeau de son père, je reprends le flambeau du mien. Alors vous êtes tout jeune, vous avez 20 ans, c'est un défi énorme hein ? C'est un défi énorme, mais je suis vraiment passionné, je suis vraiment très motivé pour rendre fier mon père. Et je suis notamment très bien accompagné par mon assistant Sergio Machado, qui travaille avec mon père depuis plus de 20 ans, donc qui lui tire toutes les ficelles et peut bien apprendre le métier. Et j'ai aussi pas mal d'expérience, étant donné que je travaillais déjà avec mon père depuis 5 ans maintenant. Alors la crise ne vous a pas freiné non plus, car les cinémas ont été lourdement impactés hein ? Bien sûr que ça nous a freiné tant sur le plan économique que psychologique, mais bon, et ça, on commence à en voir la fin, donc on est content de pouvoir réouvrir et reprendre l'activité. Et avec cette crise, on a assisté à un développement important des offres concurrentes au cinéma. Cela ne vous fait pas peur pour l'avenir des salles de cinéma ? Non, pas du tout. Je pense que le cinéma, ça restera toujours un métier d'avenir, et c'est comme les gens là en ont marre de regarder tout sur Netflix, de commander à manger chez eux. Les gens n'ont qu'une envie, c'est de ressortir manger au restaurant et ressortir voir les films au cinéma. Je pense que toutes ces plateformes ne nous font pas du tout concurrence parce que c'est pas du tout le même service qu'on propose. Alors comment ça va se passer ? Comment vous choisissez la sélection des films que vous projetez en plein air et puis au cinéma des Beaux-Arts ? C'est à peu près les mêmes films, avec peut-être des films qui sont sortis plus tôt dans l'année, qui sont retransmis en VO au cinéma en plein air, les gros succès notamment. Et sinon c'est à peu près la même programmation, avec toutes les nouvelles sorties, tous les blockbusters, différents films proposés. Oui, on a vu qu'il y avait par exemple Cruella qui vient tout juste de sortir. Oui. Et on aura plusieurs autres grosses sorties qui sont prévues cet été, notamment avec Fast and Furious, avec Black Widow, le nouveau Marvel, avec le Suicide Squad qui va sortir également. Donc la saison s'annonce plutôt bonne, tant pour les amateurs de cinéma intérieur qu'extérieur. Et le cinéma de plein air connaît un réel succès chaque année. Qu'est-ce qui fait sa réussite ?
Je pense que, honnêtement, c'est unique au monde. Pour moi, c'est un des plus beaux cinémas du monde, si ce n'est le plus beau cinéma du monde. Le cadre est exceptionnel, c'est très confortable, il y a beaucoup de services, on propose un vrai bar avec un large choix, un écran énorme, un son exceptionnel. Donc je pense qu'un cinéma qui surplombe la Méditerranée à Monaco, c'est quand même unique au monde de par son cadre. Et après, nous, on essaye de le rendre également unique de par le service qu'on propose. Alors on sait qu'un important projet de complexe cinématographique est en cours de réflexion. Cela fait partie de vos ambitions de disposer d'une structure plus grande et de développer cette activité à Monaco? Bien sûr, dès la première heure, dès que mon père a été déplacé du cinéma Le Sporting, il avait pour projet donc de reprendre Fontvieille. Et c'est pour ça qu'il s'est efforcé de maintenir le cinéma des Beaux-Arts avec une activité quand même très réduite, avec une baisse de 60% de notre chiffre d'affaires. Donc dès la première heure, on était bien sûr candidat pour Fontvieille et c'est un projet que j'espère pouvoir monter moi par la suite. Eh bien merci beaucoup Arthur Tréhé d'avoir été avec nous ce soir et puis bonne continuation. Merci à vous, c'était un plaisir. Et je précise que le cinéma en plein air a ouvert ses portes hier. Retrouvez toute la programmation sur le site internet du cinéma des Beaux-Arts. Place à notre rendez-vous du samedi, vous avez désormais l'habitude. Chaque semaine, nous vous dévoilons le coup de cœur de la médiathèque de Monaco. Biographie, roman, manga, sur quel ouvrage s'est porté le choix de Béatrice Novaretti aujourd'hui? La réponse dans la chronique littéraire. Division Avenue est le nom d'une rue du quartier juif orthodoxe de New York. L'écrivaine australienne Goldie Goldbloom nous plonge dans l'univers si particulier d'une communauté juive hassidique à travers le magnifique portrait d'une femme. Suri, 57 ans, 10 enfants et 30 petits-enfants, apprend qu'elle est enceinte de jumeaux. Et c'est un véritable choc. Son corps est fatigué après une vie de mère au foyer bien remplie. Elle s'inquiète également pour son mari, rabbin, sur le point de prendre sa retraite. Bien évidemment, il lui est impossible d'envisager d'avorter. Suri oscille alors entre honte, sidération, incompréhension et peur d'être jugée. Comment vont réagir ses enfants et la communauté? Elle décide alors de taire la nouvelle, quitte à mentir. Et ce secret fait ressurgir le souvenir de la mort de son fils, Lipa, dont elle n'a jamais fait le deuil. Homosexuel, il avait lui aussi dû garder le silence et cacher sa différence. Forcé de fuir sa communauté, il s'était suicidé. Suri prend conscience de la souffrance qu'a dû ressentir son fils, mais également de la sienne, car comme son mari, elle a enfoui son chagrin sans jamais en parler. Alors qu'elle a toujours accouché chez elle, cette dernière grossesse l'oblige à être suivie à l'hôpital. Elle s'y lie d'amitié avec Val, une sage-femme, s'ouvre au monde et désire être utile aux autres femmes de son quartier. Goldie Goldbloom peint un tableau très précis de cette communauté dont elle est issue et avec beaucoup de justesse et d'empathie dresse le portrait tout en nuances d'une femme touchante et bouleversante. Si nos croyances et silences nous enferment, ce livre nous montre aussi comment la parole peut se révéler un chemin vers la libération. Il est temps à présent de jeter un coup d'œil sur vos prévisions météo. Quel temps est-il prévu pour cette fin de week-end, Alexandra? Le soleil sera au rendez-vous ce dimanche, Émilie. Un temps clair, mais il faudra compter sur quelques passages nuageux dans l'après-midi. L'indice UV est élevé, alors n'oubliez pas de bien vous protéger. Il fera 28 degrés au plus chaud de la journée. Et pour la baignade, l'eau est à 23 degrés. En ce 27 juin, nous fêterons les Fernand. Merci Alexandra et merci à vous de nous être fidèles chaque soir, y compris le week-end. Nous prenons le large pour refermer ce journal avec les photos de Manuel Vitali qui a assisté à la Fête de la Mer édition 2021. À demain pour le best-of de la semaine. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.